Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation pour participer à ce panel sur le e-learning et la formation en Afrique. C'est un sujet très passionnant, surtout à l'occasion de cette crise qui a bien secoué le monde, et l'Afrique n'est pas en reste, et ça nous a permis de revoir beaucoup de choses dans la façon de travailler, dans la façon de communiquer, dans la façon d'étudier, et aujourd'hui qui remet tout à plat. Et je pense que l'Afrique ne devait pas rater cette transition qui se pointe à nos yeux. Alors, pour en parler, donc, j'ai le plaisir d'accueillir M. Abossé Akwe Kapko, qui est le directeur de l'économie numérique de la Commission de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Bonjour, cher Abossé. J'ai le plaisir également d'accueillir Adnan Belalima, qui est le vice-président en charge des relations publiques chez Huawei North Africa. Bonjour Adnan. Tout le monde, ravi d'être avec vous. Vous aurez l'occasion de vous présenter en détail tout à l'heure. Et Salah Baina, qui est chercheur et consultant en transformation digitale, qui est universitaire. Donc, bonjour Salah. Et également, Monsieur Trésor Bapré, qui est cofondateur de Seolo Africa Digital Training, qui est également dans le domaine de la formation, je dirais 2.0. Alors, donc nous avons un panel très diversifié, donc qui est composé d'un industriel, d'un universitaire, en l'occurrence Salah Baina, un industriel avec Adnan Benalima, une institution avec la commission de l'IOMOA, représentée par Abossé Akwe Kapko, et une start-up qui démarre dans le domaine de la formation avec de nouveaux paradigmes et de nouvelles réponses par rapport à cette crise Covid qui a bien secoué le monde aujourd'hui. Alors, donc, on parle... Il n'y a pas très longtemps, il y a 5-6 ans, on avait fait une conférence à Dakar à l'occasion du Partenariat mondial pour l'éducation qui s'était passé à Dakar. Et à l'époque, on parlait d'apprendre au XXIe siècle. On se disait qu'avec les nouveaux paradigmes, l'apprentissage va changer complètement de face pour aller vers de nouvelles perspectives. C'était bien avant la Covid, puisque les perspectives étaient quoi? On allait, d'ici 2030, accueillir plus de 300 millions d'habitants en plus des jeunes, donc de 300 millions d'habitants. C'est l'équivalent de la population européenne qui va s'ajouter à la population africaine. Vous voyez ce que ça représente en termes de volume. Alors, est-ce qu'on va continuer à étudier, à apprendre comme on le faisait avant? On ne peut pas continuer à accroître ou à augmenter les salles de classe, à augmenter des professeurs, à augmenter des budgets à l'infini, on ne pouvait pas le faire. Et donc, dès lors, le digital s'était positionné comme étant une alternative au système éducatif comme on le pratiquait avant. Alors, donc, aujourd'hui, la Covid, après cette phase de ce questionnement qu'on s'était posé il y a 5 ans lors du partenariat mondial de l'éducation, donc il y a la Covid qui est venue s'ajouter à cela pour nous donner encore une accélération par rapport à cette transition qu'on doit faire pour ne pas rater cette cloche. Et aujourd'hui, même à l'époque, on disait que plus de 30% du contenu pédagogique dans le domaine de e-learning était consommé en Afrique. Donc, c'était énorme. L'Afrique francophone était très ouverte à toutes ces questions-là. Donc, autant de questions qu'on pourra aborder avec nos invités, que je vais laisser la parole pour qu'ils puissent aujourd'hui, peut-être un mot de présentation avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, je commence par Salah Baina, l'universitaire également, qui est au cœur de ce système. Salah, un mot de présentation et brièvement nous dire ce que t'inspire cette situation aujourd'hui, Covid, et l'enseignement, les changements qui vont arriver très prochainement grâce à à cause de cette crise Corona. Merci beaucoup Mohamedou d'abord pour l'invitation et puis également de m'avoir impliqué sur un sujet qui m'est très cher. Je pense qu'en l'espace de quelques mois, la formation, ce qu'on appelait le e-learning au départ, d'ailleurs, je ne sais même plus si aujourd'hui ce qu'on est en train de faire, ça correspond à du e-learning, parce que c'est vraiment une expérience nouvelle qui est redéfinie. Mais ce format est passé d'un nice to have avant 2020 à un must have pendant la crise du Covid, parce que c'est comme ça que les universités ont permis une certaine continuité de leur contenu. Aujourd'hui, ce n'est même plus un must have, c'est-à-dire on est en train de passer à un format de, je dirais, distanciel only,
de la même façon qu'on a vu qu'il y avait des formats mobile only et digital only dans d'autres secteurs, la formation est en train de changer complètement. Je vous le dis, de mémoire d'enseignants-chercheurs, j'ai une vingtaine d'années d'expérience en Europe et au Maroc. Ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est du jamais vu. C'est-à-dire que on en parlait, on disait ah ben tiens, la transformation digitale va tout changer. Mais on ne pensait pas que ça allait toucher aussi le domaine de la formation et pas avec cette profondeur. Et je pense qu'on aura tout le temps de ce webinaire pour retourner le sujet sous toutes ses facettes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Salah, pour ce mot d'introduction et d'avoir campé le débat autour des changements profonds que tu as pu vivre en si peu d'années, donc en 20 ans d'expérience. Quelques mois ont suffi pour bousculer tout le système, nous ramener dans un nouveau paradigme qui va poser un certain nombre de questions. Alors, Adnan, en tant que représentant de Huawei, également a vu ces changements-là arriver. Donc, vous êtes également dans l'industrie, dans les nouvelles technologies également. Je sais qu'en termes de recherche et développement, Huawei consacre une bonne partie de son budget dans la recherche et développement et dans la formation, et que l'Afrique est au cœur de votre stratégie. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui en tant qu'industriel? Alors, bonjour tout le monde, je suis ravi d'être avec vous. Merci à Mohamedou pour l'invitation. C'est un sujet qui nous est très cher, le sujet de la formation, que Huawei fait beaucoup de choses dans ce secteur. Vu notre engagement à impacter positivement le système dans lequel on évolue. Donc Huawei, depuis quelques années, a lancé pas mal de programmes éducatifs, de formation, notamment en utilisant la formation en ligne. Donc, c'est quelque chose qu'on a démarré. On est ravis que c'est quelque chose qui est en train de se généraliser et se vulgariser et il y a une tendance. Donc, je donnerai plus de détails par rapport à ce que l'on fait par rapport à ça dans différents pays et surtout en Afrique, de façon plus ample tout à l'heure. Mais moi, je préciserai aussi que pour garantir ce genre de service, on doit parler infrastructure, parler prérequis nécessaires pour que ça marche de façon efficace, pour que ça soit équitable à tout le monde. Donc ça, c'est peut-être notre vision des choses. C'est surtout comment préparer le terrain pour que tout le monde puisse avoir accès à ça de façon plus équitable. Très bien. On reviendra tout à l'heure sur la question des infrastructures qui est fondamentale pour pouvoir faire ce changement-là qu'on est en train de mener. S'il n'y a pas d'infrastructure ou si l'infrastructure n'est pas accessible en termes de coûts, c'est quelque chose qui va poser problème. Alors, Monsieur Abossé, qui nous également fait plaisir de participer à ce panel, également a une vision très éclairée là-dessus en tant qu'institution, en tant qu'IOMOA qui couvre un certain nombre de pays. Aujourd'hui, cher Monsieur Abossé, quelle est la stratégie menée par votre institution pour pousser, accompagner ces changements-là qui vont se mettre en place en termes de moyens, en termes de contenu, pour accompagner des pays que vous couvrez pour aller dans le domaine de la formation à distance? Par contre, le son, mais tu es en mute. Bon, merci M. Diallo. Merci de m'avoir associé et mon institution à ce webinaire qui est très, très important sur plusieurs plans. Effectivement, vous avez dit tout de suite, nous avons des universités qui pensent le cours, le contenu, ainsi de suite. Mais au niveau institution et en tant que directeur de l'économie numérique, je regarde aussi le problème sur l'accès des populations aux cours en ligne. Il faudrait peut-être avoir les cours en ligne. Il faudrait aussi disposer des moyens pour aller en ligne et suivre ces cours-là. C'est ce qui est très important. Et donc, la commission a travaillé sur deux volets. Alors, nous avons un programme que nous appelons programme d'assistance à l'enseignement supérieur, qui nous a permis, au bout de, je crois, 5-6 ans, d'interconnecter une cinquantaine d'institutions d'enseignement supérieur en les mettant en réseau et en essayant de mettre une bibliothèque virtuelle et en posant de la fibre, en mettant un réseau au niveau des universités. Donc, nous avons également, au niveau du programme que nous appelons PAD10, donc le projet d'appui au développement des technologies de l'information, dans le cadre de la mise en œuvre du format LMD,
dans les universités. Donc, on a également donné un appui aux universités dans ce sens-là. Nous avons, dans le cadre de ce programme-là, discuté avec les États et les opérateurs pour pouvoir baisser le coût d'accès au débit des universités pour les universités et également aussi pour les étudiants. D'une manière générale, la commission aussi travaillera à ce qu'on puisse avoir des offres pour les étudiants et pour l'enseignement en ligne. Donc, voilà un peu très rapidement brosser ce que nous avons fait avec les universités. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Abossé, pour ce mot d'introduction qui présente un peu la stratégie de la commission de l'UEMOA pour favoriser l'inclusion dans le domaine de l'éducation dans les pays que vous couvrez aujourd'hui. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Pour compléter ce tour de table, je me retourne vers Trésor Bapré, qui est la start-up, puisqu'après avoir donné la parole à un universitaire, à un industriel, à une institution, il serait pertinent de donner la parole à une start-up qui a une vision plutôt jeune et plutôt une vision beaucoup plus dynamique. Je dirais les autres légalement, non. Une start-up peut-être n'a pas la même stratégie que les autres. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous inspire le sujet en tant que cofondateur de Céolo Africa Digital Training? De quoi s'agit-il quand on parle de Céolo Digital Africa Training, cher Trésor? Merci beaucoup, Mohamed, pour cette invitation. Merci de faire partie d'un panel aussi impressionnant. Je pense que c'est très, très important de parler de ce sujet, puisque c'est un sujet qui est extrêmement important pour notre continent et tous les pays qui le composent. Aujourd'hui, quand on parle de Céolo, aujourd'hui, je suis cofondateur de Céolo Digital Training, qui est une start-up éducative qui a pour vocation d'apporter des solutions innovantes, digitales, axées sur le blended learning. On aura l'occasion de développer le sujet et je pense que ça fera écho à ce que Salah disait tout à l'heure, pour des formations des métiers du digital sur le continent africain. C'est une initiative qui est portée par des entrepreneurs, des consultants, des enseignants issus du continent et de la diaspora qui apportent leur expertise et qui amènent une solution pragmatique à un problème très concret qui a été mis en valeur par le Covid, à savoir mettre en avant et apporter des solutions à nos populations qui ont envie d'apprendre. Et on se rend compte que quand on dit ça, on parle à la fois à nos collaborateurs dans les entreprises qui ont envie d'apprendre des compétences supérieures dans les métiers du digital, qu'on parle aux jeunes et aux moins jeunes qui ont envie d'accéder aux métiers du digital mais qui sont présents sur le continent avec les enjeux et les contraintes du terrain, et qu'on parle aussi aux institutions qui ont besoin d'informations et qui ont besoin de données, puisque la particularité de Céolo, c'est qu'il est couplé à un observatoire des compétences qui va apporter de la donnée, de la visibilité, pour parler avec le plus tendance du moment, de la data, sur les besoins réels dans les métiers du digital, dans les compétences digitales et dans les moyens d'upgrader les compétences digitales dans chaque pays du continent. C'est vrai que c'est très bien, toutes ces initiatives qu'il y a aujourd'hui sur le continent, qui viennent apporter des solutions de formation, mais comme l'a souligné Adnan, Salah et M. Abossé, soit elles sont très traditionnelles et ancrées dans des pratiques antérieures, soit elles sont bloquées par les problèmes structurels du terrain, soit elles sont tournées vers des besoins finalement métiers qui correspondent aux besoins d'avant, des métiers institutionnels, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on va avoir 230 millions de postes qui vont être ouverts sur le continent africain d'ici 2030. Voilà ce qu'apporte Céolo. Très bien. Une nouvelle vision qui apporte une formation et une insertion, également à la mise en place d'un observatoire qui permet de donner des informations chiffrées sur ce que font les pays et dans le domaine de la formation. Je pense que c'est quelque chose de très important qu'il faut souligner et on aura l'occasion de revenir là-dessus, cher Trésor. Alors, je reviens avec notre ami Salah. Donc, en préparant ce panel, on a eu l'occasion de discuter et tu nous disais justement à juste titre que l'éducation et la formation dite avant Covid, c'est fini. C'est catégorique pour vous et donc on va changer la façon de travailler, la façon d'établir des relations avec les collaborateurs au travail. Puisque quand même c'est un mot assez fort, de dire que l'éducation et la formation dite avant Covid, c'est fini. Qu'est-ce qu'on peut retenir là-dessus, cher Salah? Moi, je projetterai sur l'éducation ce qu'on a vécu au niveau du travail, c'est-à-dire que avant le Covid, le télétravail, c'était quelque chose de sympa, mais c'était pas très répandu.
aujourd'hui, il y a des cas où les collaborateurs refusent de revenir. Maintenant que les conditions de travail le permettent, ou les conditions sanitaires le permettent, les collaborateurs refusent le retour. Pour revenir à l'éducation, je me suis rendu compte de deux choses. D'abord, quand on est passé en mode présentiel à un mode distanciel en formation, que ce soit en formation initiale avec des ingénieurs et à l'université, ou que ce soit dans le monde de l'éducation, je dirais, continue, la formation continue, exécutive, le mode, je donne toujours le même exemple, mais c'est comme passer du théâtre au cinéma. C'est pas le même contenu, c'est pas le même format, ça ne marche pas. C'est-à-dire, je ne peux pas reprendre mes slides ou mes documents d'avant et les dérouler en formation distancielle. Donc, il a fallu retravailler ce contenu avec de nouveaux outils, avec des outils interactifs digitaux, avec des applications, avec un mode learning by doing, avec des choses qu'on n'avait pas l'habitude de pratiquer auparavant. Et ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est que parce que la formation, parce que les raisons sanitaires s'améliorent, on va devoir oublier ce qu'on a appris pendant un an et revenir à une salle de cours, je dirais, normale d'avant. Non, personne ne voudra revenir. Les enseignants ne voudront pas revenir parce qu'ils ont appris de nouvelles choses. Ils se sont eux aussi upgradés, et comme disait Trésor, et les étudiants, pareil, ils ne reviendront pas pour entendre parler un monsieur avec un micro pendant 1h30, 2 heures, alors que pendant le Covid, ils pouvaient voir ça en même temps que faire autre chose, en même temps que être dans l'interactivité, etc. Donc, c'est pour ça que je suis catégorique. Non, la formation telle qu'elle était faite avant n'a plus aucun sens. Elle ne reviendra pas. Maintenant, donc, le théâtre, c'est fini. On va passer au cinéma 3D pour schématiser ce que tu disais tout à l'heure. Écoutez, le théâtre, à la limite, ça a un charme et on y va pour le plaisir. À ce moment-là, dans l'éducation, on gardera des moments qui ont leur charme et qu'on gardera pour le plaisir. Mais des amphis pleins à craquer avec des étudiants qui se réveillent à 8 heures du matin pour être dans un amphi mal réveillé en plus, l'expérience est à revoir. Et donc, il arrivera, la rentrée 2020-2021, enfin 2021-2022, c'est pour bientôt, il arrivera à l'éducation ce qui est arrivé au travail, c'est-à-dire les gens reviendront pour une meilleure expérience, pour quelque chose de nouveau. Si l'offre face à eux n'a pas changé, ben, eux, ils iront chercher ailleurs. Très bien. Et donc, c'est ce challenge que le monde éducatif va devoir relever très vite en septembre 2021, parce que les étudiants, quand ils reviendront, ben, ils reviendront chercher quelque chose d'autre que ce qu'ils avaient l'habitude de voir, soit avant le Covid, parce que ça, c'est très vieux et ça ne passe plus, soit pendant le Covid, parce qu'à la limite, ils pouvaient encore accepter des choses qui se déroulent sous la contrainte et sous l'urgence. Maintenant, il faut penser une université, un système d'apprentissage rénové, révolutionnaire, je le dis bien, en rupture totale avec ce qu'on avait l'habitude de faire, mais sinon, les apprentis partiront. Très bien. Une question supplémentaire que tu garderas pour tout à l'heure, donc tu auras l'occasion d'y revenir. Quand on passe au tout digital, donc la notion de distance, la notion de temps n'a pas d'importance, et donc ça interpelle également une concurrence. Aujourd'hui, comme je le disais également en préparant l'émission, donc il y a des universités beaucoup plus préparées, qui ont des contenus pédagogiques un peu plus élaborés que les universités africaines, qui feront la concurrence à ces enseignants africains. Comment faire pour justement répondre à cette nouvelle offre de formation, pour ne pas être en rupture par rapport à ce que se fait, ou être en perte de vitesse par rapport aux universités internationales qui ont l'habitude de faire ce genre de choses. Donc, c'est une question que je te pose, mais tu auras l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure. Très bonne question, la réponse, elle viendra plus tard. Exactement. Adnan, voilà. Donc, ce que disait Salah est très important. Donc, ça veut dire qu'on va passer
d'une formule où les gens se retrouvaient au même moment dans une même salle de classe avec les contraintes que ça comportait pour passer comment dire, la formation distancielle. On avait évoqué tout à l'heure la question des infrastructures est très importante pour pouvoir faire face à cela. Aujourd'hui, en tant qu'industriel présent pratiquement dans plus de 50 pays africains, quelle est la position de Huawei pour accompagner cette transition, que ce soit pour la partie formation ou pour la partie travail? Donc là, ça nécessite des infrastructures, ça nécessite également la confiance, parce que ces réseaux doivent être protégés pour éviter toute intrusion. Quelle est la position de Huawei justement pour accompagner cette évolution? Alors, merci beaucoup pour la question, Mohamedou. En fait, moi, je répondrai à cette question suivant plusieurs angles de vue. Le premier angle de vue, c'est notre responsabilité d'assurer la continuité du service, donc la qualité de service des infrastructures qu'on délivre. Il faut savoir qu'il y a plus de 3 milliards de personnes qui transitent sur des réseaux construits par Huawei. Et ça, c'est une responsabilité assez importante que nous prenons très au sérieux et sur laquelle on veut vraiment bâtir le monde de demain. J'aurais juste une remarque parce que le travail par rapport aux infrastructures, c'est vrai qu'il dépend beaucoup des fournisseurs et de la qualité des équipements, mais aussi du cas d'usage. Et je vais ouvrir juste une parenthèse ici par rapport aux pays africains. Le constat, il est un petit peu pareil dans plusieurs pays où les technologies mobiles, les technologies d'accès à Internet mobile se développent rapidement, comme la 3G, la 4G et bientôt la 5G. Et ça a été utilisé comme une alternative aux technologies. Alors, ça pouvait faire pendant une certaine période pour garantir une connectivité. Mais si on parle de services qui sont très gourmands et très consommateurs d'Internet et de data, comme le e-learning, comme le télétravail, la technologie mobile-là aura une limite. Donc, il faudra vraiment revoir le scénario, revoir la stratégie nationale sur le plan infrastructure pour garantir ces sujets-là de façon pérenne et continue. Donc, développement des fibres, développement de ce qu'on appelle le fixed ou le home broadband, d'accord? Donc, à très haut débit, on va parler de débit qui va dépasser les 100 MB, d'accord? On peut avoir accès à la maison ou au bureau. Mais jusqu'à maintenant, dans les pays africains, cette offre-là, elle est très limitée. Et ce qu'on trouve plutôt, c'est des pays beaucoup moins importants. Et c'est surtout les technologies mobiles qui, comme j'ai dit tout à l'heure, sont OK pour certains services, ce type de services proposés, réseaux sociaux, etc. Et en termes de consommation de data, une connectivité toute la journée avec un flux vidéo assez conséquent, je pense qu'il faudra vraiment repenser le type d'infrastructure qu'on peut proposer. Ça, c'est le premier volet. Deuxième chose, moi, peut-être que je vous connais un petit peu, mais c'est pas juste la distanciation sociale tout le temps qui sont en train de porter le e-learning. En fait, avec l'apparition de nouvelles technologies comme augmenter la réalité virtuelle, ça ouvre un champ incroyable de méthodes d'apprentissage. Je vous donne un exemple. On a des coopérations Huawei avec des fabricants de voitures, je ne sais pas si je peux citer le nom ou non, voilà, notamment c'est Mercedes-Benz, coopèrent avec eux pour fournir des plateformes d'infrastructure pour leurs techniciens de services après-vente. Donc du coup, les techniciens, que ce soit en Allemagne ou en dehors de l'Allemagne, sur des pays éloignés, ils vont accéder ensemble à des formations pour être formés sur les différents moteurs ou bien les différentes pièces mécaniques qu'ils doivent maintenir ultérieurement. Et avec avec des technologies comme la réalité virtuelle ou augmentée, donc à travers des casques, tout le monde peut accéder ensemble dans un monde virtuel, ils peuvent pénétrer même dans le moteur, visiter toutes les pièces qu'on a eues, et il y aura virtuellement l'avatar du formateur avec les élèves en train de naviguer dans les rouages du moteur. Donc, même si tout le monde était dans la même salle, eh ben, ça ne change rien. Tout le monde sera connecté à ce casque-là, parce que l'apprentissage se fait de façon virtuelle, un monde virtuel, pour que les choses soient plus palpables, plus visibles.
Très bien. Donc, ce n'est pas juste la distanciation sociale, ce n'est pas juste l'accès intemporel qui travaille de ces technologies-là. D'accord. Donc, juste une deuxième parenthèse. Très bien. Et on revient au scénario principal qui est la fourniture d'un contenu à distance, etc. Moi, je ramènerais ça à un exemple très connu dans le domaine de l'IT, c'est les clouds. Les clouds, en fin de compte, c'est que au lieu d'avoir chacun un ordinateur qui a de très hautes performances, et les statistiques ont montré qu'un utilisateur utilise à peu près 10% seulement des capacités de son ordinateur, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un très gros ordinateur. Cloud. Après, chacun va y accéder avec un écran et un clavier. Adnan, excusez-moi, la communication n'est pas très, très bonne. Là. La communication est très hachée. Donc, je pense qu'il y a problème. Il y a un problème avec votre micro, je crois. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez comme ça? Là, on vous entend mieux là, allez-y. D'accord, j'ai juste déplacé mon téléphone. Là, c'est beaucoup mieux maintenant. D'accord. Donc, en fait, la cloudification, la notion de cloud de façon générale, elle ne concerne pas que les machines ou bien le monde IT, mais elle concerne tout type de ressources et notamment le contenu, les professeurs, etc. Donc, l'idée, c'est de pouvoir fournir du contenu aux élèves à n'importe quel moment et pas forcément avoir des contraintes de professeurs qui sont dans un pays ou un autre. Maintenant, tout ça est tributaire de quelque chose, c'est l'équité, c'est l'égalité des chances pour avoir accès à tout ça. Et ça, si on veut vraiment développer la formation en ligne, le e-learning, eh ben, il faudra vraiment insister sur ça parce que sinon, on va créer un gap numérique entre les gens et ça sera dédommageable. Donc, les infrastructures, soit de télécommunications ou d'électrification, sont des outils importants pour garantir l'équité à l'accès à ce genre d'outils. Très, très bien. Merci beaucoup, Adnan, pour ces précisions par rapport à la position de Huawei sur la démocratisation des accès et le déploiement des réseaux pour justement démocratiser tout cela. Abossé, justement, Adnan en parlait tout à l'heure sur la question de la connectivité aujourd'hui, vu le taux de pénétration mobile qui est plus important, qui est beaucoup plus important que le taux de pénétration filaire, et que ces accès, on a besoin de vidéos, on a besoin de beaucoup de capacités pour le faire. Comment la commission de l'IOMOA, vous avez, tout à l'heure, j'ai compris que vous avez négocié pour la baisse des tarifs pour rendre ça beaucoup plus accessible. On sait également qu'il y a cette dualité entre zone rurale et zone urbaine qui pose problème. Comment aujourd'hui vous vous positionnez en tant que commission de l'IOMOA pour apporter des solutions à ce déséquilibre entre zone rurale et zone urbaine? Et deuxième chose, également pour les problèmes liés aux problèmes filaires, parce que quand même, pour passer du haut débit, il faut des réseaux filaires, il faut de la fibre optique, et que là, il y a une certaine carence au niveau des pays de l'IOMOA. Quelle est votre position là-dessus? Non, merci beaucoup, M. Diallo. Je pense que nous avons abordé le problème sous deux angles. Le premier angle, ce que vous dites là, est très bien vrai pour les universités, particulièrement aussi bien privées que publiques. En effet, il faut avoir un accès haut débit parce que les éléments de cours peuvent contenir des schémas, des trucs, sont de gros volumes, et donc il faut avoir de bonnes capacités pour les transporter. Et donc, comme nous l'avons dit, dans le cadre du soutien, nous avons mis en place tout le réseau et interconnecté une cinquantaine d'universités et instituts de formation supérieure. Et nous avons offert 1 an d'abonnement et nous avons négocié avec les opérateurs mobiles, pas les opérateurs mobiles, les opérateurs qui fournissent des accès Internet pour avoir des prix que je qualifiais de compétitifs ou bien des prix réduits, des tarifs réduits. Donc, nous avons pu obtenir dans certains pays jusqu'à 30% de réduction, dans d'autres, on n'a rien obtenu. Effectivement, il faut savoir que c'est du privé et qu'ils sont libres de nous faire des propositions. Cependant, nous travaillons également à voir dans quelle mesure on peut utiliser le fonds de service universel dans le cadre des universités publiques. Parce que dans le cadre d'une université privée, on se dit que c'est du business. Il faut qu'ils arrivent à trouver les ressources pour ce financement-là. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, nous encourageons effectivement les États membres à fournir du haut débit, pas de la 5G ni de la 4G, même de la 3G, c'est nettement suffisant dans les zones rurales.
Et pour les encourager, nous avons mis en place un fonds, et surtout pour les zones vraiment reculées, qui ne disposent pas, par exemple, d'un signal, où il n'y a pas un signal mobile. Donc, on encourage à mettre en place ce que nous appelons une case numérique. C'est-à-dire cette case numérique permettrait de connecter ces localités-là vraiment au monde numérique. Donc, on fait descendre par satellite 2 mégabits au moins. On met en place tous les outils, un appareil photo numérique, un scanner, un ordinateur, une imprimante, de telle manière que le village est connecté au monde. On peut téléphoner, on peut avoir accès à Internet. Et nous encourageons les services publics à utiliser la case numérique dans certains cas. Il y a une épidémie, il y a des animaux qui meurent, pour pouvoir signaler aux services centraux pour qu'ils puissent prendre les dispositions. Un enfant est né dans le village, on les saisit pour qu'ils puissent venir. Donc voilà un peu sur ces 3 plans-là que nous travaillons. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Après aussi, nous travaillons également sur l'accès des populations. Au jour d'aujourd'hui, je ne vous le cache pas que avoir un accès Internet de bonne qualité et permanemment peut représenter jusqu'à 60%, voire même 70% du salaire minimum du SMIC. Alors, vous imaginez que si je gagne 60 000 francs et que pour accéder à la fibre optique, comme on le prévoit tout de suite à Ouaga, à 30 000 francs, cela veut dire que cela est impossible pour moi. Et si j'ai la chance d'avoir un enfant qui va à l'université, il est handicapé. Donc, nous travaillons également pour voir dans quelle mesure les universités, dans le cadre d'une connexion vers leur base de données, on peut avoir un tarif spécial. Donc, voilà un peu ce à quoi nous pensons et réfléchissons. Très bien. Merci beaucoup à Bossé pour ces précisions et nous donner une orientation par rapport à ce que ça peut représenter quand même jusqu'à 60% du salaire pour avoir une ligne haut débit. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout à fait démocratisé. Donc, je pense que Adnan, qui a parlé tout à l'heure de fibre optique, a des réponses par rapport à Huawei et ce que Huawei apporte aux opérateurs de télécommunications. Mais pour avant, Trésor, Seolo a des réponses par rapport à ça en proposant des formations à la fois offline et online qui permettent donc de donner accès à des gens à une plateforme de formation, qu'ils soient connectés ou pas connectés. Vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit pour apporter ces solutions-là et peut-être nous reviendrons tout à l'heure sur le contenu pédagogique que propose aujourd'hui Seolo en tant que start-up. Avec plaisir. Alors déjà, je tiens à dire merci pour toutes ces questions, Mohamedou, parce que depuis tout à l'heure, je bouillonne de répondre aux questions posées à chacun des participants et on ne peut que constater la qualité des réponses. Je vais commencer ma réponse par un point qui est très important par rapport à tout ce que je viens d'entendre. J'aime même remettre le curseur au bon endroit. Salah disait quelque chose de très pertinent et de très vrai. Nous sommes obligés d'avoir aujourd'hui une version mondiale, quand nous parlons d'éducation, pour pouvoir analyser ce qui se passe sur le continent africain. Et aujourd'hui, l'e-learning, c'est du passé. Donc, il est très important qu'aujourd'hui, en tant qu'experts, quand nous allons parler du digital et des EdTech pour le continent, que nous mettions le curseur au bon niveau d'exigence pour nous-mêmes avant d'aller justement chercher chez les autres. Et aujourd'hui, l'Afrique n'a plus besoin d'e-learning simplement. Elle a besoin d'une solution qui va travailler sur du mobile learning, puisque nous sommes un continent qui n'est peut-être pas 100% connecté, mais aujourd'hui, nous atteignons et nous allons atteindre d'ici 2025 à peu près 600 à 630 millions d'abonnés uniques sur les réseaux de téléphonie mobile. Donc, on a aujourd'hui un continent avec une population qui est connectée. Bien que nous atteignions d'ici 2025 ou 2030 2,5 milliards d'Africains sur le continent africain. Donc, même les populations qui sont au cœur des villages ont un smartphone. Et ça, nous le savons au quotidien puisqu'on les retrouve sur Facebook, on les retrouve sur Instagram et on les retrouve aujourd'hui même sur TikTok. On est capable de voir sur TikTok les dernières danses qui viennent de sortir dans les endroits les plus reculés de chacun de nos pays. Donc aujourd'hui, on a une population qui est certes disparate, mais qui est connectée. Donc notre exigence en termes de niveau de diffusion, de formation digitalisée doit être sur le blended learning. Et c'est ce que propose aujourd'hui Sewelo. On a une branche de la formation qui permet d'accéder au contenu de formation sur son smartphone, qu'il soit de grande ou de petite qualité. On va pouvoir uploader ou télécharger très rapidement des micro-formats de formation. Je vais encore aller à un autre niveau justement d'explication de comment nous formons nos jeunes et comment nous formons les moins jeunes sur le terrain. On va chercher aujourd'hui ce qu'on appelle du micro-learning. Aujourd'hui, notre cerveau, nous l'avons étudié, nous savons comment le former. Il y a quelques années, quand Salah faisait
le parallèle et la métaphore avec l'image du théâtre et du cinéma, ce qu'on peut parler aujourd'hui et ce dont on peut parler au niveau de la formation, ça va être par exemple la gamification. Il y a quelques années, quand on parlait d'apprendre en jouant, on pensait qu'on parlait de bêtises, de manière très très crue. Hein. C'est-à-dire que pour la communauté enseignante, c'était des bêtises. Une décennie plus tard, la gamification est complètement retenue et appliquée à des plus hauts niveaux, même aux formations de nos spationautes et astronautes à la NASA. Donc on est sur des choses qui sont certifiées. Le micro-learning, c'est pareil. Notre cerveau n'est pas fait pour faire des repas de 15 heures. Il est fait pour apprendre par petites quantités, par petites bouchées, de façon répétée. On appelle ça l'ancrage mémoriel. Donc plutôt aujourd'hui que de rabâcher une leçon complexe et difficile d'un gros pavé de 3 heures en présentiel, on sait très bien qu'il vaut mieux faire des petites séquences qui vont être répétées au fil des ans pour que nos collaborateurs, nos étudiants, nos apprenants intègrent vraiment la formation et l'information et soient capables de la pratiquer. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui chez Sewelo. Nous avons une solution de formation qui est à la fois blended learning, c'est-à-dire qu'elle est composée de mobile learning. On peut apprendre avec son smartphone. Peu importe où l'on est, qu'on ait de la connexion Internet régulière, stable, ou qu'on ait une connexion électrique stable, il faut aussi être très honnête là-dessus. Si par exemple aujourd'hui vous êtes au Cameroun ou vous êtes à Abidjan, vous savez comme moi que les coupures d'électricité sont très fréquentes. Ce n'est pas parce qu'on est mal équipé, mais c'est parce qu'on est en train de faire mieux. On a les défauts de localité. Notre continent est très vaste. Notre continent fait la place belle à la nature. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de câbles de fibre tirés partout, mais on est capable aujourd'hui de connecter et d'être connecté. On a aussi une partie de la formation qui est sur l'e-learning. Quand nous formons au métier du digital, on parle de développeurs, on parle de langage compliqué, on parle aussi de management des équipes qui sont sur le terrain, qui vont avoir besoin d'être formées sur les nouveaux produits. Vous ne pouvez pas faire ça sur la taille d'un écran d'un smartphone. On a donc aujourd'hui mis en place une solution e-learning qui permet à la fois de créer du contenu, mais aussi de manager ses étudiants. Suivre ses étudiants, manager la formation, animer une formation, ce n'est plus un accessoire, c'est quelque chose d'essentiel. Et je vais encore faire une petite digression, je vais revenir sur ce que disait ça là tout à l'heure. C'est extrêmement important aujourd'hui de comprendre que la conception pédagogique, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Concevoir des cours et transférer du savoir via des outils nouveaux, ça demande de prendre toutes les slides que nous avons et de les déchirer. Il va falloir créer du contenu à partir des contenus anciens pour les adapter aux nouveaux véhicules qui vont diffuser cette formation. C'est pour ça que je parle de cet aspect-là, pour que M. Abossé nous entende bien aujourd'hui au niveau institutionnel. C'est-à-dire que nos universitaires ont besoin que l'on pense aujourd'hui à ce qu'on va diffuser comme formation avant de mettre les câbles. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez à des étudiants, quand vous parlez à des ingénieurs, quand vous parlez à des formateurs qualifiés, ils n'accepteront jamais de diffuser une formation en petits bouts de 10 minutes. Ils vous diront, on ne forme pas un ingénieur avec des petits bouts de 10 minutes ou avec des jeux. Or, c'est déjà ce qui se fait depuis 15 ans aux États-Unis et en Inde. Donc, avant de pouvoir et de nous focaliser sur les structures, choses qui sont extrêmement importantes à d'autres niveaux de nos formations, il faut qu'on apprenne aujourd'hui à vraiment prendre le problème par le bon sens. La conception pédagogique, la réflexion pédagogique. Et les outils, nous les avons. Nous existons, nous, Sewelo, et c'est déjà efficace aujourd'hui. On est capable de former n'importe quel étudiant à la prise de parole en public, à créer un site web, à devenir un freelance sur le marché. On en parlera tout à l'heure, parce que le marché a évolué. Aujourd'hui, il est peut-être moins intéressant pour un étudiant africain ou pour quelqu'un qui sort d'une université africaine. Il est moins intéressant pour lui de devenir fonctionnaire que de devenir freelance dans le web. Parce que freelance dans le web, c'est aujourd'hui gagner 200, 300, 450 000 francs CFA par mois en travaillant de chez soi, moins de 10 heures par semaine. C'est donc important. C'est pour des clients qui sont partout dans le monde. C'est pour des clients qui sont partout dans le monde. C'est aussi pour des clients qui ont besoin de présentiel. Je terminerai là-dessus. Le présentiel n'est pas à bannir parce que grâce au Covid, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas tout consommer à distance. Il y a une partie des choses qu'on est prêt à consommer à distance, mais on a besoin du présentiel pour s'appuyer sur les choses qui ne passent pas. Et grâce au digital, on va être capable d'apprendre des choses qui sont comestibles et intégrables facilement et pouvoir vraiment concentrer nos présentiels sur les choses qui coincent pour nos étudiants ou qui sont importantes pour l'engagement des collaborateurs, par exemple, en interne dans une société.
Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Trésor, pour ces précisions très intéressantes. Donc, il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées par le public. Et ce que je retiens, c'est que la conception pédagogique ne s'improvise pas. Nous devons créer du contenu Exact. pour les adapter aux nouveaux véhicules qui dépendent de la formation. Donc, c'est quelque chose qui doit parler également à Salah Beina, à qui j'avais posé la question tout à l'heure, qui attendait. Une autre question subsidiaire par rapport à cela, par rapport aux gens qui vont passer le bac, les gens qui vont passer le brevet. Ils se disent, est-ce que ces diplômes qu'on passe, ces diplômes, on les appelle les diplômes Covid, ne sont pas au rabais par rapport à ce qui se faisait avant? Parce que quand on fait quelque chose à distance, on n'a pas la même perception. Donc, c'est une transition qui est en cours. Est-ce que ces diplômes ont les mêmes valeurs qu'on va avoir que les diplômes qu'on avait auparavant? C'est une question subsidiaire par rapport à ce que je vais poser comme question auparavant. Ça fait deux questions à la fois. Salah. J'y répondrai peut-être dans un deuxième lieu. Je commencerai par celle que tu m'avais posée. Je suis assez first in, first out dans mes réponses. C'est de la pédagogie. Ouais. Alors, tu avais dit que effectivement sur Internet, c'est une nouvelle concurrence et je dirais tout simplement que pour survivre sur Internet, il faut faire de nouveaux partenariats. Il faut faire de nouvelles alliances. Tout ce que je viens d'entendre jusque-là va dans ce sens. C'est-à-dire que l'université moderne, elle est adossée, elle a deux partenaires importants. Un partenaire digital, parce que c'est pas dit que c'est l'université elle-même qui apporte la plateforme, qui apporte ce nouveau monde. La porte d'entrée de ce nouveau monde, c'est pas dit que c'est l'université elle-même qui va le faire par elle-même. On a vu qu'il y a des universités qui font des alliances avec Coursera, avec Open Classroom, avec des plateformes qui existent déjà. Peut-être que ça sera le cas de la start-up de Trésor, mais en tout cas, il va falloir un partenaire digital, ça d'une part, et il va falloir un partenaire télécom, parce que on ne peut pas répercuter le coût de la connexion auprès du consommateur, ça lui fera un coût supplémentaire. Je peux parler d'une expérience que nous avons vécue, nous, personnellement, au Maroc. En plein Covid, quand l'éducation est passée à travers Internet, les opérateurs téléphoniques ont ouvert de façon gratuite l'accès aux sites Internet éducatifs, bien sûr hébergés localement. Ça veut dire que c'est de la bande passante locale et ça ne va pas consommer de la bande passante internationale. Et donc, il va falloir plutôt aller dans ce type de format, même si on offre des gigaoctets de données aux étudiants, il suffit de voir quelques vidéos et d'aller sur ce site ou sur celui-là pour qu'à la fin du mois, ils aient plus de bande passante. Et si tu n'as plus de bande passante, tu n'as plus accès à tes cours. Donc, l'accès universel, c'est aussi ça. Tout le monde doit pouvoir aller à l'université, y compris l'université virtuelle, et ça passe par de nouveaux partenariats avec les opérateurs téléphoniques. Encore une fois, l'importance des plateformes aujourd'hui est telle que une université toute seule ne peut pas. D'abord, il y a peut-être des cours qui ne sont pas à refaire puisqu'ils existent déjà sous des formes virtuelles et qu'il suffit de réutiliser. Avant le Covid, j'avais des réflexes de réutiliser des MOOC parce que il y a du contenu de très bonne qualité qui existe. Je ne vais pas, moi, me casser la tête à refaire la même chose pour dire que ça m'appartient. La science, le contenu n'appartient à personne. Et donc, ce sont ces nouveaux types de partenariats qui vont se construire. Si ça n'arrive pas, si on a du mal à le faire, on va se faire battre par ceux qui vont réussir la transformation. Ça veut dire, ça peut être des acteurs locaux, comme ça peut être des acteurs externes. Je rappelle tout simplement que pendant le Covid, les États-Unis ont annulé tous leurs visas étudiants en disant à tous les étudiants étrangers, ça ne sert même plus à rien de venir chez nous, vous pouvez suivre les mêmes cours depuis chez vous. Et du coup, demain, qu'est-ce qui empêche la France, la Belgique, l'Espagne ou les États-Unis de dire on ne donnera plus de visa étudiants à des étudiants africains, il suffit d'étudier depuis chez vous. Donc, l'impact, je dirais même migratoire de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui est beaucoup plus profond. On sait qu'annuellement, il y a un certain nombre d'étudiants qui quittent chacun de nos pays pour aller poursuivre leurs études en Europe ou ailleurs. Est-ce que ça a encore du sens? C'est-à-dire que avec une bonne connexion Internet,
je vois un peu ce qui se passe à Paris, par exemple, où les étudiants, ils sont à l'université, mais en fait, ils sont dans leur chambre de bonne, en train de suivre les cours à distance. Donc, quitte à le faire depuis un appartement à Paris, je peux le faire depuis mon appartement ou ma maison familiale à Yaoundé ou à Douala ou n'importe où en Afrique. Donc, c'est toute la, je dirais, tout l'écosystème qui va bouger. Maintenant, le risque pour les universités africaines qui ne font pas ce pas, c'est de se faire court-circuiter tout bêtement. C'est-à-dire qu'avec les moyens d'aujourd'hui, je peux étudier la médecine en ligne avec une université européenne ou américaine et je peux étudier la médecine en ligne avec une université africaine. À votre avis, à quel moment je vais quand même préférer le diplôme national africain de ma discipline, alors qu'en face, j'ai peut-être un diplôme international qui m'offre d'autres accès, qui m'offre d'autres perspectives et qui m'offre autre chose. Il est en train d'arriver, c'est-à-dire la cloud, tout à l'heure, M. Nan parlait de la cloudification de l'éducation. À partir du moment où la cloudification fait qu'une université n'est rien d'autre qu'un portail éducatif, on choisira le meilleur portail éducatif. Rien ne dit que c'est celui qui se trouve juste à côté de nous. Alors maintenant, pour rebondir sur ta deuxième question, c'est-à-dire est-ce que les diplômes de cette année Covid ou de ces années Covid vaudront toujours la même chose avant et après? Moi, j'aurais juste une autre remarque qui est beaucoup plus fondamentale. Quelle est aujourd'hui la valeur des diplômes? C'est-à-dire que il y a eu, on était dans une époque où effectivement il faut avoir un diplôme pour accéder à des postes. On est en train de migrer vers un monde où en fait on vous parlera beaucoup plus de compétences que de diplômes. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y a des diplômes qui ne fournissent pas spécialement de compétences. Et donc finalement, c'est pas le papier qui donne je dirais la qualification. C'est ce qu'on sait faire, ce qu'on est capable de faire avec. Et puis à partir de là, toute la donne va changer. Donc, diplôme avant Covid ou après Covid, diplôme tout court. Aujourd'hui, les gens chercheront les diplômes qui leur donnent les compétences nécessaires. Rien ne dit que ceux des années Covid soient moins bons qu'avant, mais rien ne dit qu'on continuera toujours à chercher les mêmes diplômes après. Très bien. Très bien, merci beaucoup Salah. Donc je retiens qu'il faut des alliances pour survivre. Les universités modernes doivent avoir un partenaire digital et un partenaire télécom pour pouvoir subsister. Donc ça interpellera notre ami Adnan pour cette partie-là. Et que l'impact migratoire de la révolution de la formation est énorme. Avec les cours à distance, les visas étudiants auront moins de sens à terme. Avec l'éducation digitalisée, les universités africaines devront être au niveau des universités internationales pour rester compétitives. Donc, ce que je retiens de ton intervention qui est fondamentale pour le suivi, mais également, c'était une question subsidiaire que je voulais poser, c'est par rapport à l'humain. Parce qu'on faisait jusqu'à présent des intégrations de sorte d'Erasmus pour permettre à des étudiants de se déplacer dans d'autres universités pour apprendre au-delà du contenu pédagogique, peut-être apprendre autre chose par rapport à la culture, par rapport à la façon de vivre, etc., qui est important. Et dans un contexte Covid ou dans un contexte digital, il faut voir également comment favoriser ce type de choses pour plus tard. Alors, Adnan, pour revenir par rapport à ce que disait tout à l'heure, une alliance télécom, une alliance pédagogique entre universités et industriels, aujourd'hui, quelle est la position de Huawei pour justement apporter des réponses à ces alliances avec les universités telles que l'a souligné tout à l'heure Salah? Est-ce que vous êtes dans cette dynamique aujourd'hui? Oui, effectivement. Est-ce que j'ai mis un casque? Je ne sais pas si vous m'entendez mieux maintenant que tout à l'heure. On t'entend mieux, oui. Très bien, parfait. Alors, merci pour la question. En fait, Huawei, elle est très impliquée, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tout ce qui est formation, parce que en fait, on pense que la capacité des ressources humaines dans un pays, c'est l'acquis ou bien l'asset le plus important qu'on pourrait avoir. En tout cas, pour Huawei, notre acquis
notre atout majeur chez Huawei, c'est notre capacité à innover et notre capacité de recherche et développement. Je donnerai quelques chiffres qui sont impressionnants quand même. Chez Huawei, on a plus que 94 000 ingénieurs qui font que de la recherche et développement. Et c'est un investissement assez conséquent parce que Huawei investit plus que 15% de son chiffre d'affaires chaque année en recherche et développement. Ça avoisine ou ça dépasse même les 20 milliards de dollars chaque année en termes de recherche. D'accord? Beaucoup plus que le chiffre d'affaires réalisé en Afrique. Pardon? Beaucoup plus que le chiffre d'affaires réalisé par Huawei en Afrique. Ben, j'ai l'impression que vous connaissez le chiffre d'affaires de Huawei en Afrique. Moi, je ne le connais pas. Bon, en tout cas, donc c'est pour montrer que vraiment c'est quelque chose à laquelle on croit énormément. Donc c'est la formation, c'est la recherche, etc. Et du coup, nous, on essaye vraiment de partager notre savoir-faire dans tous les pays. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais je pourrais donner plus de détails. En fait, ça fait quelques années où on a lancé des programmes éducatifs qui s'appellent par exemple ICT for All, ICT Academy, etc. Et à travers ces programmes, on essaie de coopérer avec les universités de chaque pays pour leur donner, donc pour les former les professeurs qui à leur tour vont former aussi les étudiants. Mais pas que ça, on fait beaucoup de MOOC. On a beaucoup de cours en ligne accessibles à toute catégorie de personnes, que ce soit étudiants ou hors université. Et je rejoins tout à fait Salah. Donc, on doit parler de compétences, pas de diplôme. Donc, c'est quelque chose qui nous est très cher aussi parce que sur l'IT, on trouve vraiment des personnes très brillantes qui sont hors système éducatif. D'accord? Donc, du coup, on essaye d'ouvrir tous ces systèmes-là. On a des cours en ligne pour des technologies nouvelles comme l'intelligence artificielle, comme la 5G, comme les clouds, les big data, etc. Donc, ça, c'est la contribution que fait Huawei qui vient compléter la partie infrastructure ou la partie solution de façon générale. Ensuite, donc, par rapport à votre question, c'est la coopération entre les opérateurs, en fait, ou le monde professionnel avec les universités. Ça se base sur des initiatives. Moi, l'expérience que j'ai vue dans tous les pays, ça reste des initiatives indépendantes que font certains organismes ou certaines sociétés, etc. Mais je pense qu'il y aura, avec cette tendance-là du e-learning et de ce développement de ce genre de services, je pense que l'implication de l'État doit être beaucoup plus palpable et institutionnalisée, parce que pour donner un coup de boost à cette coopération, parce qu'à date, ce qu'on a vu, et surtout pendant la période de Covid, c'est plutôt un travail collaboratif qui se base sur la bonne volonté des personnes, mais c'est peut-être conjoncturel. Et on doit vraiment, moi je propose vraiment que les États s'y mettent sérieusement pour pouvoir garantir ce nouveau mode d'apprentissage de façon plus pérenne sur le long terme. Donc ça, c'est ma vision des choses, c'est l'implication forte avec une stratégie claire, comment gérer ça. Parce que les universités, même si elles ont des initiatives à leur échelle pour coopérer avec les opérateurs télécoms, resteront un petit peu pénalisées parce que les étudiants qui sont chez eux, qui sont hors université, et d'ailleurs la définition d'université va changer même, ça sera un site web peut-être, ou un site sur lequel on va trouver les différents MOOC. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, c'est chacun qui va essayer de trouver la meilleure solution pour avoir accès à ce genre de service, et donc du coup avoir quelque chose de plus global qui est pensé et qui est couplé avec la stratégie d'un État, ça sera beaucoup plus efficace. Et peut-être que M. Aboussé pourra nous donner un petit peu plus de détails par rapport à cette vision-là, côté réglementaire au niveau pays. Très bien. Peut-être on va adresser la question à M. Abossé. Bon, il n'est pas forcément spécialiste de l'enseignement et de la formation, mais directeur de la transformation digitale de l'IEMOA. S'il a des éléments, il pourra les apporter. Sinon, une question subsidiaire qui s'est posée par rapport… Donc, il y a beaucoup de questions qui tombent dans le chat et que nos journalistes reprennent. Il y a particulièrement une question qui demande comment le e-learning peut-il intégrer les langues locales ou les langues nationales dans la pédagogie. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle la commission de l'IEMOA réfléchit aujourd'hui, à bosser? Attention. Merci, M. Diallo. Je pense que, laissez-moi faire quand même des observations. Je ne suis pas spécialiste de l'enseignement supérieur. Mais je pense que quand vous vous déplacez dans un pays pour aller étudier,
ce n'est pas que les cours. Moi, j'ai étudié à ce qu'on appelait à l'époque Institut national des télécommunications et Free, mais les cours par moment, c'est dans des centres dédiés de France Télécom. Oui, ce sont des cours dédiés. Par exemple, la construction d'une ligne filaire, mais c'est à Villaret, Villacoublay, où nous sommes allés pour regarder. C'est connaître la structure du secteur dans lequel vous êtes, les entreprises, ainsi de suite. Donc, il faut faire très attention. J'ai tendance à croire que les gens disent que c'est comme le bon, aller dans un pays, aller étudier, c'est fini. Non, c'est aussi apprendre la langue. C'est beaucoup de choses. C'est tisser des relations. Et j'avoue que les relations que vous avez tissées en présentiel sont nettement différentes que les relations que vous avez tissées sur le web, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a certaines choses que nous devons prendre en compte. Alors, j'ai vu aussi la question de savoir est-ce que nous allons passer en tout les e-learning, mais je pense que nous devons faire très attention parce que j'ai conduit une étude sur la digitalisation des services publics où on dit faites attention, parce que tout le monde n'est pas capable d'y aller. Si vous basculez en tout e-learning et vous perdez 60% de vos étudiants, à quoi cela nous sert? Donc, nous devons faire attention à penser à migrer progressivement, à penser à une mixité. Je pense qu'on a fait, j'ai vu un documentaire où en France, il y a des étudiants qui avaient des problèmes, qui faisaient des dépressions parce qu'ils n'allaient pas en cours. Ils sont dans leur, quelqu'un dit dans la chambre de bonne, mais ils sont dans leur chambre de bonne, ils ont besoin de quitter la chambre de bonne parce que ça les stresse. On ne peut pas vivre dans 6 mètres carrés pendant 9 mois. Donc voilà, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut vraiment gérer. Maintenant, les langues locales, moi, je ne suis pas spécialiste. Ce sont les spécialistes en éducation qui doivent le dire. J'ai lu des documentaires où on m'a dit qu'on se trompe en Afrique et que normalement, il faut développer sa langue maternelle et voir dans quelle mesure même faire ses cours dans la langue maternelle et qu'on apprend mieux, on maîtrise mieux. Donc, moi, voilà un peu ce que je voulais dire, M. Diallo, par rapport à ça. Je suis tout à fait attentif et je pense que nous avons en face de nous de très bons spécialistes. Mais attention, nous, on ne met que des moyens, mais ce que vous dites me fait un peu peur. Parce que si on met aujourd'hui tout l'e-learning, mais je vous dis que le SMIC, pour accéder à Internet, ça va coûter peut-être 60%, 70% du SMIC. Alors, on a laissé peut-être, on crée encore plus d'inégalités. Parce que ceux qui ont les moyens, il y a ceux qui n'auront pas le moyen. On verra toujours en Afrique, on ira chez le voisin, on ira chez l'ami, mais on risque de mettre beaucoup de gens en dehors, de créer un fossé encore plus grand entre les gens qui ont les moyens et en matière de l'éducation. Donc, merci beaucoup, M. Diallo. Le débat est extrêmement intéressant. Le débat est passionnant et il y a un enseignant parmi nous également qui veut intervenir sur cet aspect-là, qui a des choses à dire et qui voulait apporter une contribution par rapport à ça. Donc, je vais lui donner 1 minute pour parler. C'est Feta Ouzani qui nous écoute. Si on peut lui ouvrir le micro pour qu'il puisse apporter sa contribution ou son observation par rapport à ce qui a été dit sur la formation. Feta Ouzani, tu nous entends? Feta Ouzani, est-ce que tu nous entends? Feta Ouzani, qui est également professeur à l'ESCP à Paris, qui m'a posé une question et qui voulait intervenir pour apporter une contribution, parce que là, ça fait 1 heure qu'on parle. Le débat est passionnant et donc j'ai vu il y a plus de pratiquement une centaine de questions qui tombent à tout moment. Alors, donc, sinon, il m'a fait un petit mot. C'est comme il n'arrive pas à prendre la parole, donc je vais lire ce qu'il m'a dit. Il disait ça là, l'avenir, c'est l'hybride et la tendance est mondiale. Cela dépend des matières et des filières et des conditions également. Les étudiants de HEC ou de l'IX ne sont pas les mêmes qu'à la Sorbonne. Un étudiant en médecine ou en robotique ou en biologie n'a pas un labo chez lui. Concernant le sujet des diplômes, les étudiants veulent des qualifications et des diplômes. Donc, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce que quelqu'un a un commentaire à faire par rapport à ce qui a été dit par rapport à Feta Ouzani Si je peux me permettre. Il arrive. On lui laisse je ne sais pas si j'ai bien formulé ta question, Feta. Je laisse la parole 1 minute pour reformuler ta pensée. Oui, merci Mohamedou et puis bravo pour ce que tu fais depuis longtemps d'ailleurs. Je salue tous les panélistes, il y a des choses très intéressantes qui ont été dites. Je voudrais juste peut-être
moduler un petit peu, parce que je suis à la fois consultant et enseignant depuis très très longtemps, et la tendance aujourd'hui, elle est connue de tous. Hein. Je pense que dans ce qui a été dit, je pense que ça mérite d'être nuancé un petit peu. L'enseignement, il y a des milliers de matières. Une école d'ingénieur, ce n'est pas une école de commerce. J'enseigne dans ce type, dans 2 écoles, une école d'ingénieur et une école de commerce. Les étudiants ne viennent pas chercher uniquement un enseignement dans un bâtiment. Ils viennent chercher aussi des relations avec des profs, ils viennent chercher des relations avec d'autres étudiants, ils viennent chercher une ambiance, etc. C'est bien évidemment, on a été habitué à beaucoup de choses pendant une année et demie aujourd'hui, mais il faut vraiment nuancer les choses. Ça dépend beaucoup des conditions des écoles, ça dépend beaucoup des filières, ça dépend beaucoup des matières. Pour être très bref, un étudiant en médecine qui manipule des corps ou un étudiant en biologie qui manipule des machines extrêmement coûteuses, extrêmement dangereuses, ne peut pas avoir ça chez lui. Un étudiant en robotique qui manipule des machines qui coûtent plusieurs millions de dollars ne peut pas avoir ça chez lui, etc., etc. Bien évidemment, un étudiant qui suit des cours de psycho, il peut suivre la majorité des cours à partir de chez lui et de temps en temps, il va aller en fac pour retrouver ses copains. Je pense qu'il n'y a pas de... Il ne faut pas généraliser. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui sont faites. Il y a beaucoup d'études qui sont faites dans beaucoup d'écoles pour savoir comment va être l'école de demain. Moi, j'ai une expérience, bien évidemment, j'ai mon expérience qui est la mienne. Aujourd'hui, je fais de l'hybride depuis 1 an. Je fais de l'hybride dans 2 écoles qui sont connues de tous, à Télécom Paris et à l'École Polytechnique. On réunit des étudiants par groupe, partis dans une salle visioconférence et les autres à distance, et ça tourne et tout le monde est content. Je pense que le digital aujourd'hui est une véritable richesse, mais il faut surtout pas se tromper en disant que le digital va remplacer le monde. C'est pas vrai et ça ne le sera jamais. Voilà, je vous remercie. J'ai compris. Merci bien beaucoup. Merci Feta pour cette précision. C'est une alternative qui donne la possibilité à des millions de personnes de pouvoir accéder à des enseignements comme ils ne pouvaient pas le faire auparavant. Donc je pense que tout le monde l'a compris et on est tout à fait d'accord. Je crois, Mohamedou, que personne n'a dit. Je me permets juste de répondre simplement à M. Feta, mais dans le panel, je crois que personne n'a dit que nous voulions remplacer l'éducation aujourd'hui par du tout digital. S'il y a eu une incompréhension du public, alors j'en profite pendant que le chiffre de nos spectateurs n'a pas diminué, c'est de dire ça. C'est qu'aujourd'hui, on a simplement, et si j'ai bien compris l'intervention de chacun des panélistes aujourd'hui, dit qu'il y a une locomotive, voire une fusée qui est en train d'accélérer, qui est celle du digital, qui démocratise l'accès à de la formation, mais elle n'a pas à venir remplacer le présentiel. Elle a juste besoin d'être prise au sérieux pour pouvoir être, pouvoir être utilisée convenablement. Si on n'a pas la structure, si on n'a pas les contenus pédagogiques, si on n'a pas la population qui est éduquée pour ça, on ne peut pas prendre ce train en marche. Très bien. Voilà. Mais par contre, le présentiel et le lien social ne peut pas se dissocier de l'humanité. Et ça, personne n'a dit le contraire. Voilà, je tenais juste à le dire haut et fort parce que ça me piquait dans la gorge. Merci beaucoup Trésor pour cette précision. Feta, merci également pour ce commentaire en tant que professeur qui également intervient dans ce domaine. Merci pour cette précision. Donc, un dernier tour de table avant de clôturer ce débat. C'est passionnant. Donc, on a eu beaucoup de questions et beaucoup d'intervenants. Ça démontre l'appétence qu'ont les personnes par rapport à cette thématique. Trésor, avant de te libérer, une dernière question concernant l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, au-delà des compétences, Salah le disait tout à l'heure, on ne cherche pas qu'un diplôme, on cherche des compétences. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Aujourd'hui, dans la position de CEOLO, l'idée, c'est, au-delà de former, c'est également apporter une insertion professionnelle à travers un stage, à travers un emploi. Quelle est l'offre de CEOLO pour apporter cela? Alors, en résumé, pour finir cette conférence, CEOLO est vraiment le partenaire qu'il faut aujourd'hui sur le continent parce que nous sommes du continent, nous capitalisons sur les forces de l'étranger pour le continent. Nous apportons une solution qui est blended, c'est-à-dire une solution qui est à la fois avec des formateurs présentiels, de l'e-learning qui facilite la conception pédagogique
et le management des équipes sur le terrain et des étudiants sur le terrain par des enseignants qui sont à distance. On apporte une solution mobile learning qui est online et offline, c'est-à-dire qu'on peut continuer de se former même si on n'a pas de courant, même si on n'a pas de réseau. Et effectivement, tu fais bien de le dire parce que j'attendais vraiment le moment de pouvoir le dire. Chez Sewelo, nous sommes le seul organisme de formation qui propose un stage en entreprise garanti de 3 mois dans les 500 entreprises les plus importantes d'Afrique et à l'étranger. Et nous offrons une perspective d'emploi quasiment garantie à la sortie pour des choses qui sont très, très simples. C'est-à-dire qu'on nous propose aujourd'hui des métiers qui sont praticables immédiatement. Et c'est vrai que c'est très important de prendre en compte le fait qu'on ne forme pas un ingénieur à la légère, qu'on ne forme pas quelqu'un qui va devenir responsable d'université à la légère. Mais par contre, si on part du principe qu'aujourd'hui, le marché du travail s'est complètement disrupté, qu'aujourd'hui, les entreprises, grâce au Covid, ont compris qu'il coûtait vraiment moins cher d'avoir un collaborateur en remote qu'en présentiel et qu'on pouvait avoir la même qualité de service ou de rendu d'un collaborateur qui est en remote ou en présentiel, ça veut dire que l'Afrique devient un vivier de compétences et d'employés qui est complètement sous-exploité si on n'a pas éduqué notre population aux compétences nécessaires et recherchées par le marché, à savoir des compétences en développement web, des compétences en community management, des compétences en création. Les métiers aujourd'hui de l'industrie créative passent par le digital. Et je terminerai mon intervention là-dessus parce que c'est extrêmement important. Quand Salah parlait du cinéma, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, l'éducation devient Netflix. C'est-à-dire qu'on ne va pas au cinéma parce qu'on veut voir un film ou parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on doit voir le film là-bas. On a le choix aujourd'hui du cinéma parce qu'on y va pour un cadre luxueux, pour voir un écran qu'on n'a pas à la maison, en tout cas pour la majorité d'entre nous, j'ai tendance à le croire, et on ne consomme plus le contenu de la même façon. Et si les gens aujourd'hui pensent que ça ne va pas changer, prenez en compte aujourd'hui le fait que ce sont les cinémas aujourd'hui qui vont demander à Netflix de diffuser leur contenu et que les films ne sortent plus en priorité au cinéma, ils sortent en même temps au cinéma et sur les plateformes à la demande. Donc, je n'ai pas peur pour les universités africaines, je n'ai pas peur pour les écoles africaines. Quand on aura le choix du contenu, on choisira simplement le meilleur endroit pour chacun pour le consommer et on valorisera les choses qui sont vraiment importantes. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a une chance vraiment grande de pouvoir se dire on va pouvoir permettre à nos étudiants et nos collaborateurs de comprendre ce qui est vraiment important. Le Covid a remis la famille, le bonheur personnel et justement comment on appelle ça, l'achievement, le vraiment atteindre son objectif personnel. Si vous n'avez plus l'obligation d'aller à l'école pour apprendre, pourquoi est-ce que vous allez y aller? Pour tout ce que M. Abossé a dit, pour tisser des liens avec les gens, pour apprendre de nouvelles cultures et pour pouvoir apporter aux autres ce qui fait votre valeur ajoutée. Très bien. Et vous ne valez pas moins que quelqu'un d'autre. Au contraire. Très bien. Merci beaucoup, Trésor, pour ce mot pour clôturer ton intervention. Donc, on retient que l'Afrique est un vivier de compétences inégalées. Nous devons former la population pour répondre aux attentes du marché. C'est une belle phrase et vraiment, je pense, j'ai vu Salah esquisser qui était tout à fait d'accord avec ce que tu disais. Salah, pour conclure ce débat, qu'est-ce que tu vas rajouter par rapport à ce qu'a dit notre ami Trésor? Moi, je dirais que de toute façon, comme il n'a jamais été dit que le digital allait remplacer l'université, qu'est-ce qui a été dit réellement? C'est qu'il y a des choses qui passent beaucoup mieux de façon digitale et comment on dit en langage marketing ou distribution at Awad, ça veut dire at any time, anywhere, any device. Avoir l'étudiant quand il a accès à un cours à n'importe quel moment, il peut très bien étudier à 2 heures du matin si ça lui chante. À son rythme et à sa façon. À son rythme et à sa façon. Maintenant, si dans l'éducation, il y a aussi un mécanisme d'apprentissage social, ok, on va le garder. Mais du coup, un cours, ça sera du contenu à ta WAD, à ton rythme, à ta façon personnalisée, et après, un after-work pour travailler les liens sociaux. Parce que il n'y a pas mieux qu'un after-work pour travailler les liens sociaux. Ça n'a jamais été dit qu'une salle d'amphi, un amphithéâtre, était le bon support pour ce type de relation. Donc, on adaptera les supports en fonction des attentes qu'on a. Maintenant, le digital offre de nouvelles façons de faire les choses. J'ai mon neveu qui étudie la médecine depuis maintenant 1 an en plein Covid.
j'ai jamais vu personne étudier la médecine de cette façon. Affalé sur un canapé avec son PC dans la main, en écoutant le prof, en ayant droit au replay qui peut réécouter, réécouter. C'est une expérience qui n'est pas celle de l'étudiant en amphi. Par contre, quand il faudra aller faire une manipulation, ben ça se passera à l'université. Donc, il y a un contenu accessible 24 heures sur 24 et il y a du contenu par rendez-vous pour aller faire une manip, pour aller faire une dissection, pour aller faire une intervention dans un laboratoire, dans une entreprise ou autre. Ça sera un stage, ça sera la pratique, mais je reviens à ce que j'avais dit au tout début. L'étudiant, quand je vous donne juste un exemple. Des réunions à Paris à 8 h du matin un lundi, plus personne n'en voudra. Je sais ce que c'est. Ça veut dire prendre le TGV, je ne sais pas à quelle heure, enfin, si on ne vient pas de Paris, mais c'est TGV plus RER plus taxi peut-être pour être sapé en costume cravate à une réunion qui démarre à 9 h, alors qu'à côté, on a la capacité de la faire sur Zoom, sur Teams, sur Livestorm, je ne sais pas. Et donc, pareil, l'éducation, c'est ça aussi après, c'est-à-dire ramener des étudiants dans une université, que ce soit à Saclay ou à Sophia Antipolis ou que sais-je, les gens reviendront pour l'expérience, mais pas pour un réveil très tôt le matin pour arriver en manque de café, en manque de sommeil. Donc, c'est ces paramètres qu'il va falloir retrouver. Le monde de l'éducation, comme tout le reste, va devoir se redéfinir à une époque où la culture a déjà changé, c'est-à-dire que ça soit la culture du professeur ou la culture des étudiants, on a eu une année condensée pour transformer le mindset dont on souffre souvent. Maintenant, il faut juste trouver les bons mécanismes pour que ce mindset, effectivement, trouve les mécanismes pour accompagner cette transformation digitale. Très bien. Merci beaucoup, Salah, pour cette précision. Et je vois même des groupes WhatsApp se constituer entre étudiants pour pouvoir approfondir leurs réflexions et poursuivre les échanges au-delà de ces échanges magistraux avec les professeurs en ligne. Et donc, je dis c'est une continuité pédagogique qu'offrent aujourd'hui les réseaux sociaux. Donc, des groupes WhatsApp que je vois. J'ai également un neveu qui fait un diplôme d'ingénieur au-delà des heures de formation. Donc, ils ont un groupe WhatsApp pour échanger. Qu'est-ce que tu as compris par rapport à ça? Et qu'est-ce que tu peux m'apporter? Il y a même des groupes WhatsApp très actifs pendant les examens, donc il faut faire attention. Ça, c'est autre chose. Il y a une question qu'on a pu aborder et que peut-être Adnan et Abossé pourront répondre pour conclure leur intervention. C'est la volonté politique d'accompagner cela. Quelle que soit notre avancée technologique, notre volonté à vouloir bien faire, s'il n'y a pas de volonté politique pour pouvoir l'appuyer, on n'ira pas très loin. Aujourd'hui, Abossé, en tant qu'institution qui est là, comment vois-tu les choses par rapport à cette volonté politique de nos gouvernants pour appuyer tout cela? Et merci beaucoup, M. Diallo. Je pense que moi, j'étais dans le secteur privé, hein, et puis je suis arrivé dans un secteur qu'on peut qualifier de public, et j'ai appris quelque chose qu'on appelle volonté politique. Puisque, bon, dans le privé, mais vous y allez tout de suite. Vous y allez. Le DG, le PDG, on y va tout de suite parce que notre intérêt est là-bas. Et vous avez intérêt à faire vite. Si vous ne faites pas vite, le concurrent est là-bas. Et s'il vous dépasse, et s'il le fait avant vous, il ramasse la mise. Je pense que vous avez abordé un problème extrêmement important. Mon expérience est que je vais le faire j'ai fait les 8 pays en faisant une étude sur les usages numériques. Les usages numériques. Et ce que j'ai constaté, si je prends la bonne expérience, best practice dans chaque pays des 8, j'aurai un pays modèle du genre les pays de la Lettonie, l'Estonie, les nouveaux pays baltes que l'on cite en matière de digitalisation. Donc, la volonté politique est très, très importante. Alors, je vais vous dire certaines choses. Quand il y a eu le Covid, les chefs d'État en parlaient. Mais un seul sur les 6 de mon espace que j'ai écouté a parlé de digital. Alors, je te dis que c'est très grave. C'est extrêmement grave. Vous êtes à la maison, comment vous allez manger? Qui va vous livrer? Comment on va compter? Ainsi de suite. Les étudiants, comment est-ce qu'ils vont travailler? Et donc, la volonté politique est extrêmement importante.
Et nous allons agir dessus sur le numérique pour que ça rentre dans la tête, des plus hauts dirigeants. Et quand vous allez venir nous présenter un projet, dit, mais quelle valeur la digitalisation peut apporter à ton projet si tu n'en as pas recherché? Est-ce que tout le monde peut utiliser ton service? Comment on peut le faire? Et la partie digitale, pour qu'on puisse le faire. Et je le dis encore en matière de Covid, seul le Bénin a demandé aux opérateurs de faire une offre pour les étudiants pour se connecter et avoir des cours en ligne. Seul le Bénin. Donc, c'est extrêmement... Vous venez de toucher le cœur du problème. Le même. Des fois, les gens vous disent, mais attends, je parle, les gens me disent, moi, on a envie de payer on doit payer les fonctionnaires, on doit payer l'agriculture, la santé. Excusez-moi, j'ai un terme. Si nous continuons à faire la politique de vendre, nous n'allons pas nous développer. Tout à fait. Et la politique de vente, c'est toujours penser à l'agriculture, au paiement des salaires. Mais on m'a appris quand j'étais étudiant que si vous n'épargnez pas, vous mourrez. Épargner aujourd'hui dans notre monde moderne, c'est parier sur le numérique. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que nous, institutions, on va essayer de sensibiliser les politiques à cela et c'est ça qui va permettre qu'on va aller très, très vite. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher ami, pour ces précisions. Comme d'habitude, très intéressant. Donc, on termine par la question. L'une des questions les plus importantes, c'est la volonté politique d'appuyer tout cela. Une question pour Adnan Benalima, vice-président donc en charge des relations publiques chez Huawei. Vous également qui traitez énormément avec les États pour déployer des réseaux fibre optique, etc. Même en termes de contenu pédagogique, s'il n'y a pas cette volonté politique pour appuyer ces initiatives, on n'ira pas loin. Aujourd'hui, quel est votre regard en tant que fournisseur des États, en tant que fournisseur des administrations, sur cette volonté des États pour accompagner cette transition? Alors, votre remarque, elle est très pertinente. Hein, sans empowerment, sans que au plus haut niveau de l'État, il y aura une adoption de cette transition numérique, les choses vont partir un petit peu au ralenti. Donc, il faudra vraiment avoir un appui politique très fort et très clair pour amorcer ce processus. Et la transition numérique, en fait, elle concerne plusieurs secteurs de l'économie, pas seulement de l'éducation, parce que là, on parle de ce secteur-là aujourd'hui, mais tout se base sur une stratégie claire d'un pays pour se transformer de façon digitale. Et cela concerne aussi bien l'éducation que le transport, que la santé, les finances, l'industrie, la sécurité, etc. Donc, tous les secteurs vont être basés sur l'ICT. Et d'ailleurs, c'est la 4e révolution, ce qu'on appelle l'industrie 4.0 de façon générale. Donc, maintenant, on est en train de parler de clivage, d'accès au numérique au sein d'un pays. Mais si les pays ne prennent pas ça comme priorité absolue au niveau politique, et ben dans les 10 prochaines années, il y aura un clivage énorme entre les pays et on peut vraiment parler de fracture numérique entre les pays en soi, parce qu'il y a des pays qui vont avoir des leviers et des outils qui leur permettent d'avancer très rapidement, qui est l'outil numérique, d'accord, dans tous les secteurs d'activité, et des pays qui sont restés sur la façon traditionnelle, basée sur les ressources humaines brutes, sans avoir accès à cet outil-là. Donc, encore une fois, un appui politique, c'est très, très important. Et une vision claire d'un pays, elle est très importante parce que, encore une fois, il y a un constat qui est très clair dans tous les pays, c'est que les infrastructures du numérique dans le pays, elles sont gérées par des opérateurs locaux qui sont principalement drivés par des intérêts commerciaux. Alors que l'infrastructure d'éthique d'un pays, elle sert aussi à développer le pays et aux différents secteurs du pays. Donc, il faudra aussi que ça soit donc géré au niveau politique pour préparer le terrain, pour que ce pays soit compétitif sur la scène internationale, pour attirer des investisseurs, pour assurer des services comme le e-learning, pour avoir les ressources humaines nécessaires à être à l'ère du temps, pour qu'il soit compétitif sur le marché international. Donc, effectivement, cet appui, il est extrêmement important. Maintenant, il diffère d'un pays à un autre. D'après notre expérience, on voit que tout le monde est d'accord sur ce principe, sauf que en termes d'action, c'est très différent d'un pays à un autre et ça reste tributaire
des personnes en place. Donc, espérons que nos politiciens donc, sur notre continent vont vraiment adopter cette transition numérique de façon prioritaire. Et lorsque je dis prioritaire, c'est pas juste des slogans, il faudra vraiment les concrétiser en termes de projets réels et surtout en termes d'adoption de règles, de cadres réglementaires, parce que on oublie de parler de ça, mais la technologie, c'est quelque chose de très rapide à mettre en place. Par contre, le cadre réglementaire, pour que ça soit plus fluide, ça prend plus de temps et c'est le rôle de l'État aussi de le faire. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, cher Adnan. Ce mot de conclusion pour finir ce panel qui a pris plus de temps que prévu. Donc, on a débordé d'une vingtaine de minutes, tellement c'était passionnant. Et je m'excuse auprès des personnes auprès de qui j'ai pas pu prendre les questions qui ont été posées et qui sont très pertinentes. Malheureusement, j'ai pas pu les résoudre, mais je vous rappelle que le prochain numéro de CIUMAG qui va apparaître au mois de juillet va traiter les ODD et il y aura une forte partie qui va être consacrée à l'e-éducation, à l'e-learning et vous allez peut-être retrouver sûrement, parce que mes rédacteurs me le confirment, on va retrouver un certain nombre de citations et un certain nombre de choses qui ont été dites aujourd'hui dans le cadre de ce panel, dans ce prochain numéro de CIUMAG qui paraîtra au mois de juillet. Il ne me reste plus qu'à remercier M. Abossé Kapko, directeur de l'économie numérique de la commission de l'IOMOA, pour cette belle intervention qu'il nous a apportée comme toujours. Adnan Ben Alima également, vice-président en charge des relations publiques de Huawei North Africa. Merci pour ces précisions. Salah Beina, merci en tant que cette vision pédagogique, cette vision terrain. Oui, alors... Merci beaucoup pour cela. Et Trésor, cofondateur de CEOLO Africa Digital Training, qu'on peut retrouver sur le site internet de www.seolo-africa.com ou le contacter sur contact@ceolo-africa.com pour voir ce qu'ils font. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant, quelque chose qui est en rupture de ce qui a été fait jusqu'à présent et qui va nous apporter de nouvelles réponses par rapport à ce qu'on fait en matière de formation, en matière de plateforme de e-learning. Merci à toutes, merci à tous. Également remercier, sans oublier notre ami Farid Arab, qui nous fournit la plateforme qui nous permet donc d'échanger, qui a fait ses preuves en tant que start-up aussi, qui fait de belles choses, pas seulement qu'en France, mais un peu partout dans le monde. Merci, cher ami Farid, pour ce que tu fais et l'accompagnement que tu apportes à CIUMAG dans le cadre de ces webinaires que nous organisons régulièrement. Merci à toutes, merci à tous. Donc, on vous enverra ces résumés très prochainement sur la plateforme qui nous lie aujourd'hui avec Farid. Et puis, vous l'aurez également dans le site de CIUMAG et sur le prochain numéro de CIUMAG qui paraîtra au mois de juillet. Bonne soirée à toutes. Merci à toutes d'avoir participé à ce panel et je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets. Bye bye. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt, à très vite. Au revoir. À très vite. Au revoir.